Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous remercie évidemment d'être présents ce soir, aussi nombreux. Et je remercie en premier, bien entendu, ceux qui sont aussi au loin, qui apparemment vont visualiser ce qui va être dit ce soir. Et remercier toute l'équipe du Phénix, et Scène nationale de Valenciennes, et en particulier l'équipe de direction, Romaric Dorier, Marion Flacola, de m'avoir convié à cette conversation avec vous autour de l'histoire contemporaine des arts vivants. Et pour répondre à cette demande, je souhaiterais dans un premier temps préciser d'où je parle. Et ce lieu de parole va en partie conditionner le choix des axes et peut-être aussi les types d'échanges que nous aurons tout au long de cette soirée. Et bien entendu, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est ma parole va se construire autour de deux figures qui sont peut-être devenues des figures obsédantes. Et c'est souvent le drame et le malheur des universitaires. Il y a une certaine forme de fixation, et cette fixation les conduit parfois à se dérober en ce qui concerne d'autres sujets. Mais en même temps, j'ai souhaité à la fois, pour les deux soirées que nous aurons ensemble, imaginer deux temps différents. Un premier temps qui serait consacré aux enjeux du corps, et peut-être aussi au fait qu'aujourd'hui, ce qui nous obsède, en quelque sorte, c'est la question du corps. Ce qui nous revulse, c'est aussi la question du corps. Mais pourquoi le corps? C'est, je pense, parce que c'est d'abord ce qu'on voit en premier, c'est aussi la présence. Elle a une présence qui se veut aussi éloquente lorsqu'on vient dans un théâtre. Mais ce corps peut aussi faire scandale lorsqu'il est dépourvu de ce qui me semble être le cadre même de la parole. Et c'est donc de ce corps que j'aimerais davantage à la fois évoquer ce soir. Et la deuxième rencontre, j'aimerais plutôt la consacrer à la relation entre la scène et les technologies d'aujourd'hui, et à la façon dont ces technologies peuvent parfois à la fois rendre compte de manière beaucoup plus efficiente la question du corps, voire même peut-être aussi la troubler, cette présence du corps. Le corps est toujours apparu comme le terrain idéal de l'exploration anthropologique, et peut-être à partir de ce corps qu'il faut peut-être partir. Dans le schéma corporel, le corps, me semble-t-il, est gagné par de nouveaux enjeux. C'est ainsi, si nous suivons de près l'actualité, que sont annoncées les possibilités à venir de dessiner avec ses yeux, d'embrasser celui ou celle qu'on aime à distance via Internet, de parvenir à un nouveau corps disponible à toutes les modifications en tentant une dilution des frontières entre ce que serait le vivant et bien entendu l'artifice. Ces questions du corps ne sont pas simplement à l'œuvre dans notre rapport aux technologies, dans notre rapport aux mutations contemporaines, elles sont aussi à l'œuvre depuis peut-être une cinquantaine d'années, voire depuis la Seconde Guerre mondiale, dans la façon dont la scène contemporaine s'interroge ou, bien entendu, essaye à la fois de questionner notre monde. Et je disais que j'allais partir d'où je parlais, d'abord souligner que le point de départ de mes propres recherches va être l'œuvre d'un artiste polonais, Tadeusz Kantor. Cet artiste qui me semble être un des artistes majeurs pour saisir aussi la relation que la scène entretient avec la question du corps. Les travaux que je vais essayer de réaliser sur cet artiste vont ouvrir la voie à une réflexion sur l'essence du théâtre, et ces travaux vont me permettre de m'interroger sur la pratique artistique et scénique. J'ai ainsi pu à la fois comprendre, à partir de cette lecture de l'œuvre, la question de la mort, parce que c'est peut-être la question centrale dans cette œuvre, et on verra évidemment que cette question de la mort, c'est aussi en premier la question du corps, et s'il y a corps, c'est d'abord parce que ce corps est aussi marqué, porte des stigmates, ce corps est aussi un corps qui est traversé aussi par une certaine, à la fois trouble, par les manifestes, mais aussi la connaissance des avant-gardes. Kantor a su faire sienne l'histoire et les mutations artistiques, souvent d'ailleurs en les précédant. La modernité qui va être celle de cet artiste dans son écriture est d'abord une modernité marquée par cette finitude, par ce rapport à la mort, mais une mort qui est conçue peut-être aussi comme le lieu de la mémoire, une mémoire qui va être à la fois présente dans sa création.
Dans ce théâtre qu'il va définir comme un théâtre de la mort, le spectateur assiste alors à une représentation qui est d'abord une représentation destinée à démasquer la mort, en déjouant, bien entendu, la réalité du drame et de la mort. Il s'agira pour lui, bien entendu, d'instaurer une œuvre qui revient avant tout à piéger la mort, à construire aussi un dispositif de ruse au service d'une appropriation, bien entendu, de cette mort. Le spectateur qui vient voir ou qui venait voir ces créations, Cantor 1915-1990, assiste alors à un dévoilement des corps, imprégné avant tout par la mort. S'il y a corps, c'est d'abord un corps, bien entendu, un corps maculé, un corps qui est, bien entendu, qui livre d'abord un visage crayeux. Et cette œuvre est une œuvre qui met en scène des corps qui interrogent notre mémoire individuelle et notre mémoire collective. Ce qui est peut-être au cœur de l'expérience contemporaine, par-delà, bien entendu, le fait que la scène est peut-être le lieu du trouble pour le spectateur, c'est d'abord la relation que cette scène, tout en mettant en scène, tout en dévoilant les corps, tente aussi de questionner le spectateur dans sa façon à la fois d'appréhender le monde. Il s'agira pour lui, bien entendu, de saisir les corps, mais aussi des enjeux de symbolisation et comment derrière cette symbolisation se pose la question de la représentation de la figure humaine et une figure humaine qui est toujours l'autre qui est bien entendu celui qui nous interroge et qui bien entendu nous conduit aussi à nous interroger sur notre propre être. La recherche que je vais engager va aussi être attentive à la façon dont se posera la question de la fécondité de l'expérience du voir et du regarder dans les créations contemporaines. Et je disais que notre deuxième rencontre va se porter sur une façon à la fois de bricoler le corps, de représenter le corps et d'envisager aussi de nouvelles formes d'appareillage du corps qui passent peut-être surtout par les technologies. Il a été dit tout à l'heure combien l'œuvre de Guy Cassir est peut-être une œuvre tout à fait bouleversante dans la façon dont celle-ci s'approprie les technologies d'aujourd'hui, mais par-delà cette appropriation de technologies, réinterroge bien entendu la mémoire européenne et le rapport de l'être humain à ce qui serait aussi son devenir. Mais il s'agit, par-delà évidemment ces expériences contemporaines, de voir comment l'être humain est confronté à ce qui serait sa propre fabrique et comment les artistes contemporains, contrairement à ce qu'a pu être bien entendu les expériences beaucoup plus anciennes, sont peut-être attentifs à ce qui serait une certaine déroute à la fois du corps et comment se pose aussi la question de l'incarnation et une certaine nouvelle reconstruction du vivant dans le domaine artistique. Il s'agit aussi de s'interroger sur ce qui est peut-être le cœur de cette expérience contemporaine, le statut du vivant, l'humain, confronté à ce qui serait bien entendu la finitude, mais aussi une autre dimension qui serait celle du démembrement physique et social. Les réponses à ces questions, qui sont des questions à la fois présentes dans ces expériences contemporaines, dans ce qui seraient les démarches, c'est d'abord le fait, bien entendu, de reconstruire de nouvelles approches du corps, de nouvelles perspectives, et notre façon aussi de percevoir le corps, pas simplement le corps en scène, pas simplement un corps qui serait dévoilé dans un espace de la représentation, mais un corps qui est peut-être aussi le corps au quotidien. La présence du corps n'est certes pas simplement scénique, nous sommes au quotidien soumis, bien entendu, aux problématiques liées au corps, et la scène nous semble être le lieu peut-être aussi réel, idéal, pour saisir ce bruissement. On peut se demander, et peut-être c'est une série de questions qu'on pourrait avoir, quel statut, et bien entendu, on peut avoir du corps scénique, mais aussi du corps juridique, du corps économique. Quelle gestation du corps? Quel corps politique et social? Enfin, quelle esthétique des corps confrontés aux mutations technologiques, aux prises avec un réel, parfois tragique? Et enfin, quel modèle du corps aujourd'hui on peut envisager? À toutes ces questions, peut-être chaque artiste va essayer d'apporter une réponse, va essayer à la fois de définir une autre façon de saisir le corps. Interroger, je pense, la scène contemporaine, c'est aussi examiner les modalités de cette figuration et une certaine façon de penser l'incarnation du vivant et de ses avatars. Le corps en scène, et je pense c'est peut-être une des questions que ces artistes posent,
c'est d'abord un corps qui passe par une scène de déroute, un certain effacement de ses présences qui dessine aussi l'état du monde. Certes, la question du corps est au cœur de ces enjeux, et l'invention même du théâtre est précisément celle du corps. Et lorsque je dis l'invention du théâtre, c'est d'abord le fait de dire, lorsque la scène anti-grecque se pose, c'est d'abord une scène qui dévoile d'abord des corps, même si ces corps sont masqués, même si ces corps sont, bien entendu, un corps dont on ne voit pas, bien entendu, le naturalisme de ces corps, c'est d'abord une scène qui est propice à rendre compte de l'efficience du corps. Donc, depuis les origines, la scène aussi, me semble-t-il, entre occultation et ostentation du corps, comme s'il fallait donner à voir un certain interdit de la figure humaine, le trouble d'une présence porteuse d'une certaine étrangeté pour qui l'aperçoit. Le spectateur qui voit est un spectateur qui est peut-être face, bien entendu, à ce corps que Francis Marmande va essayer d'esquisser comme étant toujours un corps de délit. Voilà ce qu'il va écrire précisément en 2005, une année tout à fait charnière aussi dans la façon dont la scène contemporaine va être dans le rapport au corps. 2005, c'est l'année où le Festival d'Avignon va apparaître comme un festival qui va surtout mettre en avant la question du corps au détriment du texte. Le texte devenant secondaire, ce qu'on vient voir sur la scène, c'est d'abord les corps, une certaine exhibition du corps, et comme artiste majeur de ce festival, c'est Yann Fabre. Voilà ce qu'écrira Francis Marmande. Théâtre aviaire. Le bon vieux théâtre, ça consiste à manger un poulet de carton en persuadant le public qu'il s'agit d'un poulet en chair et en os. Dans l'idéal réaliste, on tue le poulet en scène, on asperge de sang le partenaire, les premiers rangs, le souffleur, après quoi on le bouffe. Le fin du fin serait de manger un vrai poulet en laissant croire qu'il est en carton. 3 questions crucifient la culture. Comment représenter le corps? Controverse, dira-t-il, d'Avignon, miction, bandaison, viol en scène. La culture est-elle une marchandise comme les autres? Et enfin, la musique se subit-elle assis, forme concert ou se gigote-t-elle debout? Cette question, bien entendu, qui est à l'œuvre depuis 2005, est peut-être une question qu'un certain nombre d'artistes vont essayer à la fois de résoudre, et le second que je convoquerai, à savoir Alain Platel, beaucoup plus, bien entendu, actuel, plus contemporain, et peut-être dans une continuité de ce que d'autres artistes ont pu à la fois esquisser. Et si la parole vient, lorsqu'on se pose la question du rapport entre corps et texte, si la parole vient sur la scène ou au théâtre, et peut-être elle vient, pour reprendre Jacques Lecoq, c'est aussi parce qu'elle sourd d'un corps, même lorsque celui-ci n'est pas donné à voir. Et dans un avant-propos, dans les pratiques performatives body remix, Josette Ferral rappelle que le corps constitue toujours la trace incontestée de l'homme dans ces espaces où la déréalisation fait loi. Instauré, exalté, exhibé par les artistes, le corps peut être porteur du trouble. Mais à cette interrogation sur le corps, elle ajoute « Mais quel corps les pratiques scéniques actuelles convoquent-elles sur nos scènes? Un corps archaïque, corps obsolète, dirait Orlan Estelarc, est sensible car c'est sur lui que repose l'aspect vivant du spectacle et le plaisir du spectateur. » Deuxième question, ou bien un corps virtualisé, pixelisé qui projette le spectateur dans un univers de l'image et ouvre des horizons d'expériences atypiques où la fascination du regard et de l'effet l'emporte souvent sur l'écoute. Fin de la citation. Évaluer la scène contemporaine impose donc de reconsidérer cette présence du corps qui s'inscrit dans un espace à la fois concret, mais cet espace n'est pas simplement concret, puisque cet espace interroge notre rapport au monde, notre rapport à l'être que nous sommes. Cet espace est donc aussi symbolique. Et s'il est symbolique, c'est peut-être en ce sens, c'est parce qu'il est symbolique qu'il nous trouble. Et s'il n'était que concret, je pense qu'on s'en irait aussi vite. Mais ce corps impose donc une coprésence, celle du spectateur, dans un partage, et pour reprendre Jacques Rancière, un partage du sensible. On peut donc observer que ce qui se joue sur la scène, c'est aussi ce que Patrice Pavis définit comme un désir du corps. Un désir du corps qui serait alors instauré par des créations scéniques et chorégraphiques contemporaines. Et si on
évoque cette question du désir, c'est d'abord parce que le spectateur qui vient voir un spectacle, il est dans une position ou de voyeur, ou alors dans une position qui serait celle aussi, finalement, d'un attrait pour ce corps, ou dans un rapport qui serait bien entendu un rapport de répulsion face à un corps qui serait livré sur la scène. Un tel désir correspondant à un retour désublimé au corps de la représentation est envisagé, selon lui, selon Pavis, comme le retour aux réalités concrètes de la scène. Et si un certain nombre d'artistes contemporains réinterrogent le corps, c'est d'abord parce que ce corps est d'abord l'élément tout à fait prégnant et l'élément le plus important. Et on peut ici se souvenir d'une des figures beaucoup plus anciennes, bien entendu, de cette interrogation sur ce que serait le corps au théâtre. Je pense ici à celui qui nous est toujours, bien entendu, familier lorsqu'on se pose la question du rapport du théâtre au réel. C'est bien entendu Antonin Artaud, qui a invité déjà, bien entendu, à dépasser un engourdissement inefficace où paraissent, dira-t-il, sombrer toutes nos facultés. La quête pour lui d'une idée du théâtre qui lui semblait perdue, d'une transformation du public en voyeur, va le conduire alors à envisager une forme moins marquée par les reflets. Il s'agit de dépasser ces reflets pour retrouver, bien entendu, un corps beaucoup plus efficient, et parce que, selon lui, au point d'usure où notre sensibilité est parvenue, il est certain que nous avons besoin avant tout d'un théâtre qui nous réveille, nerfs et cœur. Puis dans le même texte, évidemment, qui va être publié dans Ce théâtre et son double, il précisera sa pensée en ces termes. La longue habitude des spectacles de distraction, dira-t-il, la longue habitude des spectacles de distraction nous a fait oublier l'idée d'un théâtre grave qui, bousculant toutes nos préoccupations, nous insuffle le magnétisme ardent des images et agit finalement sur nous à l'instar d'une thérapeutique de l'âme dont le passage ne se laissera plus oublier. Fin de la citation. Il s'agit bien entendu de retrouver ce théâtre grave. Or, quoi de plus juste, bien entendu, que le corps pour atteindre, bien entendu, cette dimension presque de la gravité d'un théâtre qui, en fin de compte, réveille chez le spectateur à la fois les cœurs et les nerfs. Et ces artistes vont à la fois essayer, tout au long de ces années, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, à la fois de reconsidérer le corps, et reconsidérer le corps non pas simplement parce que le corps est l'élément à interroger, mais aussi parce que ce corps a été marqué autrement par les tragédies du XXe siècle. On ne peut penser, la scène ne peut être envisagée comme lieu d'une approche particulière du corps qu'à partir, bien entendu, de ce que les tragédies du XXe siècle et surtout la Seconde Guerre mondiale et les camps de concentration ont pu engendrer. Hanté alors par l'indicible, l'incommunicabilité, l'expression et l'action dramatique au théâtre ne vont alors cesser de questionner une certaine désarticulation du langage, d'exprimer le tragique et la barbarie. Il s'agit bien entendu de trouver une autre parole qui soit suffisamment à même, bien entendu, de rendre compte de ce que le monde n'a pu à la fois montrer et que le langage scénique ne peut bien entendu construire parce que ce langage a atteint un certain peut-être niveau de degré zéro. Et il s'agit alors de faire en sorte que le corps prenne le relais pour devenir le révélateur de l'être. Pour de nombreux auteurs à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le langage est quelque peu devenu le lieu où se marque alors l'aliénation, pour reprendre Marie-Claude Hubert, l'aliénation de leur personnage, chez qui il ne fonctionne presque plus comme un lieu social. Il s'agit bien entendu de retrouver cette aptitude à la fois à recréer ces lieux sociaux. Or, une telle aliénation se stratifie sur le corps qui exprime véritablement la difficulté à être. Et j'ai choisi, en ce qui me concerne, là, de partir de deux démarches. La première, je disais, c'est celle d'un artiste qui va vivre non loin, bien entendu, de ce qu'était ce lieu du tragique, ce lieu des camps de la mort, à savoir Auschwitz, parce que né, ou tout au moins ayant construit son œuvre dans une ville qu'est Cracovie, va à la fois élaborer une œuvre qui rend compte de ce qu'était, bien entendu, cette difficulté à construire un rapport au corps. Et je pense ici à Tadeusz Kantor, dont l'œuvre porte les stigmates même de la mort,
et met en scène le fantôme de la figure humaine. Et cette fantôme de la figure humaine devait, selon lui, être encore plus poignant, aussi poignant parce qu'évidemment, ces corps qui reviennent sur la scène sont des corps qui doivent à la fois devenir une matière première, une présence éloquente, avec l'idée que derrière cette présence éloquente, c'est d'abord une figure qui constitue un contrepoint à ce qu'a été le nihil de la figure humaine, tel que les êtres humains, les politiques ont pu le construire. Pour l'artiste, il s'agira alors de faire de l'art une manifestation de la vie, et cette manifestation de la vie passait bien entendu par l'aspect concret du corps, et pas simplement par ce qui serait un corps reflet, un corps qui serait totalement lieu de l'effacement. Il s'agit de tendre vers l'exaltation de la réalité, une œuvre qui sera alors débarrassée du cordon, dira-t-il, de convention. Et le théâtre, par nature, est le lieu de la convention. Et peut-être toute l'histoire de l'art, peut-être depuis un certain nombre de siècles, est d'abord marquée par des formes de convention. Ce qu'on vient voir, c'est la convention, et ce qu'on doit gommer, c'est le réel et c'est la réalité. Or, ce que ces artistes vont essayer à la fois de remettre en scène, c'est la réalité du corps, un corps qui serait alors totalement débarrassé. Il dira, l'art est une manifestation de la vie, la chose la plus précieuse est la vie, quelque chose qui s'envole, qui passe. La vie est une course, ce qui reste en arrière, pour autant que cela se transforme en mythe, gêne cette course. Seul ce qui accompagne la vie, cette course de l'instant, ce qui passe, seul cela est précieux. Si la vie est précieuse, alors il s'agit de dessiner sur la scène des formes, des éléments, une plasticité qui soit même à la fois de dessiner le corps, la figure humaine, qui soit aussi propice à rendre compte de ce dessin de l'être humain. Et les premières créations de l'artiste réalisées durant la Seconde Guerre mondiale seront conçues dans une période, évidemment, où la Pologne est occupée par le régime nazi. Durant cette période douloureuse, marquée par ce nihil, la figure, des camps de la mort, l'interdit aussi la représentation pour les artistes polonais, Tadeusz Kantor va élaborer dans son théâtre clandestin, indépendant, une œuvre, une pensée de l'art en résonance avec ces tragédies concrètes. Il s'agit bien entendu de figurer l'être humain, mais de figurer un être humain alors qu'en dehors de cette scène, cet être humain est totalement annihilé, cet être humain est effacé. Il s'agit de retrouver ce corps, un corps qui révèle bien entendu une autre forme de la tragédie et qui permet aussi de retrouver une certaine redéfinition du lieu théâtral, du jeu de l'acteur et de la mise en scène. Mais par-delà ces questionnements sur le réel, il y a aussi un questionnement sur le statut même du texte. Quel texte face au corps? Quel texte pour à la fois redonner toute la puissance à ce corps? Et quel rapport peut-être entre ce qui serait bien entendu le drame tel qu'on l'entrevoit, mais aussi la réalité concrète telle qu'elle doit exister sur la scène. Pour lui, il s'agira alors d'abandonner les lieux de théâtre parce que ces lieux étaient pour lui conçus simplement comme l'endroit le moins propice à la réalisation du drame. Pour que le corps existe, il faut bien entendu sortir de la convention, il faut que ce corps existe dans un lieu beaucoup plus efficient. Le théâtre, dira-t-il, dans la forme actuelle, est une création artificielle. Un mot qui rejoint bien entendu le mot de la convention, qui pourrait rejoindre bien entendu l'idée que le théâtre qu'on doit entrevoir doit être un théâtre moins marqué par la facticité, un théâtre qui, pour reprendre Artaud, un théâtre qui touche les cœurs et les nerfs, un théâtre qui est beaucoup plus, bien entendu, éloigné de ce que Kantor appelle une prétention insupportable. Je me tiens, dira-t-il, devant un bâtiment d'une utilité publique, accroché à la réalité vivante comme un ballon gonflé. Avant mon arrivée, il est vide et muet. Après mon arrivée, il simule avec difficulté son utilité. C'est pourquoi je me sens toujours mal à l'aise dans un fauteuil de théâtre. Fin de la citation. Il s'agit non pas simplement d'être dans une position qui serait une position
de l'inconfort, il s'agit à la fois de reconsidérer cette présence du regardeur face à une autre présence qui serait celle d'un corps, et que c'est dans cette double relation qu'il faut entrevoir, bien entendu, ce questionnement autour du corps. Il s'agit pour beaucoup aussi de sortir d'un théâtre envisagé comme un simple théâtre bourgeois, un théâtre conventionnel, un théâtre qui, en fin de compte, ne trouble plus cette présence du spectateur, ce théâtre qui, en fin de compte, révèle simplement un corps sans véritable envergure, sans véritable dimension, qui serait une dimension interrogeant la mémoire. Pour l'artiste, le spectacle n'est pas un produit prêt, c'est-à-dire il ne s'agit pas de restituer ce qui a déjà pu être réalisé. Il est d'abord un champ ouvert dans lequel la création continue sa bataille. Et ces artistes qui interrogent la question du corps sont aussi dans l'idée qu'il faut engager une autre bataille, une véritable bataille, avec l'idée même de la création, qui n'est plus simplement celle d'une reproduction, parce que ce qui guette toujours la scène théâtrale, c'est la simple reproduction, la simple facticité, c'est la convention, c'est l'artificialité. Redonner une place au corps, c'est bien entendu redonner à ce corps une certaine efficience. La voie d'un théâtre d'avenir passe alors par une reconsidération de la matière scénique, mais la matière scénique est du texte dramatique, mais un texte dramatique qui devient bien entendu un texte pétri par le corps, un texte qui est totalement mis en corps. L'artiste revendiquera alors une autonomie du théâtre par rapport au texte dramatique. Et ce passage, cet emprunt, bien entendu, de la voix du théâtre supposera que la réalité scénique n'est pas l'illustration du texte. Et tout à l'heure, je disais, ce n'est pas la reproduction, ce n'est pas non plus l'illustration. Il faut retrouver un corps, et que quand le texte est dit, il est d'abord un corps qui est dit, un corps qui est révélé au spectateur. Le théâtre, ajoute-t-il, pour évoluer et devenir vivant, doit sortir de lui-même. Et si nous nous posons la question d'un spectacle vivant, c'est d'abord parce qu'il y a un vivant sur la scène. Et c'est parce qu'il y a un corps vivant sur la scène, mais aussi parce qu'il y a un autre vivant qui appréhende ce vivant. Et donc c'est dans cette relation qu'il faut, bien entendu, tendre, vers cette relation qu'il faut tendre. La distance prise alors par Cantor avec le texte donne aux œuvres le caractère d'un champ de tension qu'on va retrouver chez un certain nombre de figures de la scène contemporaine, l'idée que c'est la tension qui est créatrice. Et cette tension passe par le corps. Cette tension est destinée aussi à briser ce qui est du domaine de l'anecdote. Or, si la scène n'interroge plus le spectateur, c'est aussi parce que cette scène n'est qu'orientée vers l'anecdotique, n'est qu'orientée que vers l'idée qu'on peut regarder sans être affecté par ce qu'on perçoit. À la distance prise avec l'illustration, il faut ajouter le projet d'anéantir l'illusion de l'objet. Et un autre terme que la scène contemporaine va réinterroger, peut-être d'ailleurs mettre à plat, c'est la question de l'illusion au théâtre. Ce qui a souvent été au cœur, le dispositif théâtral, à partir de ce que nous connaissons depuis la Renaissance, le trompe-l'œil, la perspective, la façon dont la cage scénique elle-même est construite, la relation à l'espace du spectateur, c'est d'abord le fait que l'illusion doit être prégnante, et ce que le spectateur doit voir, c'est d'abord l'idée que l'illusion doit être prépondérante. Or, pour ces artistes, il faut sortir de cela, inventer un autre rapport et faire en sorte que le corps soit bien entendu l'élément le plus important. Et il dira, le théâtre ne doit pas donner l'illusion de la réalité contenue dans le drame. On ne peut retoucher la matière scénique, on ne peut la vernir par l'illusion, il faut en montrer la rudesse, l'austérité, sa rencontre avec une réalité nouvelle, le drame. Le but en est la création sur scène, non de l'illusion, qui est toujours éloignée sans danger, mais d'une réalité aussi concrète que la scène. Et si la création est intéressante, c'est d'abord parce qu'il y a, face à la réalité concrète du spectateur, l'idée qu'on peut à la fois envisager, instaurer sur la scène une autre réalité qui n'est pas factice, mais qui est véritablement concrète. Et
à partir de cette les relectures de la scène concrète, d'un corps concret, d'un corps véritable sur la scène, on en vient à une certaine forme de dépassement à l'illusion. On en vient aussi à une tentative de briser ce qui serait cette illusion et de construire une sorte de rapport à la vie scénique, à l'élimination des principes qui sont peut-être des principes secondaires. En optant donc pour le dépassement à l'illusion, de la reproduction, de l'improvisation, ce théâtre qu'il va fonder dans les années 50, le théâtre Cricot 2, va proposer un spectacle, l'idée d'un spectacle qui n'est pas un produit prêt, c'est-à-dire qu'on verrait, mais un champ ouvert dans lequel la création, bien entendu, devient le lieu où le geste humain et la décision humaine, dira-t-il, sont à la fois présents, c'est-à-dire le geste humain et ce qu'on doit à la fois retrouver, c'est ce geste humain, mais surtout la décision humaine. Lieu de la décomposition, le théâtre va alors féconder de nouvelles figures. Et il s'agit pour lui de faire en sorte que les acteurs, deviennent ceux qui peuvent à la fois moudre le texte. Il ne s'agit pas simplement de dire le texte, il s'agit véritablement de donner ce corps et de le moudre pour parvenir à une autre conduite de la parole. Il s'agit aussi de faire en sorte que l'acteur et la scène elle-même soient le lieu où on casse l'imitation du réel. Et parce que pour lui, le talent d'imitateur du professionnel ne l'intéresse pas. Et si pour à la fois éliminer ce talent d'imitateur, il va être présent. Or, c'est une présence singulière. Peu d'artistes dans l'aventure scénique contemporaine ont été sur la scène. Donc on a non seulement le corps de l'acteur qui joue, mais le corps du metteur en scène sur la scène qui conduit cette lecture scénique. Et voilà pour ce que cette scène cantorienne va à la fois inaugurer, l'idée que le corps est l'élément premier. Si l'élément premier, c'est d'abord un corps qui doit rendre compte de ce rapport à la mort, mais ce corps qui doit aussi à la fois nous éloigner de ce qu'a été la facticité assez présente sur les scènes qui ont été celles depuis, bien entendu, plusieurs siècles. À cette lecture de Cantor, j'aimerais à la fois rajouter, ou tout au moins convoquer, une autre présence qui me semble être peut-être une présence beaucoup plus déroutante aujourd'hui. C'est celle d'un artiste qui naît à Gand dans les années 50 et qui va fonder dans les années 80 un théâtre, ou tout au moins une compagnie, au nom tout à fait étrange, les ballets contemporains de la Belgique, qui vont devenir les ballets C de l'abbé. Or, vous aurez remarqué que derrière ce mot, d'abord, les ballets ne peuvent pas être contemporains, les ballets sont par essence classiques. Et en même temps, il est né à Gand, sur cette terre qui est une terre qui est flamande, et c'est aussi sur cette terre qu'il va élaborer un théâtre, ou tout au moins une compagnie, qui porte un nom francophone et qui est déjà le lieu d'un croisement entre les formes théâtrales et les formes chorégraphiques. Donc le corps qui est mis en scène n'est plus simplement un corps de danse et n'est pas non plus un corps de théâtre, il se situe dans cet entre-deux. Il est donc au croisement à la fois des expériences artistiques. Et donc, de cette aventure, il faut aussi souligner que les années 70 et 80 vont être marquées, en ce qui nous concerne, par une certaine révolution de la scène, par l'apparition et le surgissement sur la scène chorégraphique de grandes figures telles que Pina Bausch, qui vont influencer ces jeunes artistes et qui vont aussi les conduire à se poser la question de la façon de penser le corps. Non pas tel qu'on l'a envisagé sur les scènes chorégraphiques à partir des ballets qu'ils pouvaient voir, mais plutôt des gestes qui peuvent être des gestes quotidiens, mais qui en même temps bouleversent notre rapport à notre propre quotidien. Et donc, cet artiste va tout au long de ses créations, et ses créations pour ceux qui ont pu voir l'année dernière à l'Opéra de Lille, Nichtschlafen, la scène met à nu d'abord des corps, et se côtoient sur la scène des acteurs,
et pas simplement des acteurs, des danseurs, et pas simplement des danseurs professionnels, mais aussi des chanteurs, des amateurs, des êtres fragiles, mais des êtres déficients, des enfants. Donc évidemment, on est aussi dans l'idée que cette scène n'accueille pas simplement un seul type de corps, mais une pluralité de corps, mais une pluralité qui est aussi l'idée que la scène d'aujourd'hui ne peut plus être dans une certaine forme de hiérarchisation des corps, dans une certaine forme aussi de corps qui seraient totalement uniformes, mais plutôt des corps qui seraient traversés véritablement par une certaine possibilité d'échelle du monde. Et par-delà, évidemment, cette présence, c'est de voir aussi que la scène est aussi le lieu qui interroge véritablement notre monde. Il s'agit à partir de cette pluralité de voir combien l'œuvre qu'il met en scène est d'abord destinée à rendre compte de l'état du monde. Et parmi les exemples que j'aimerais citer, c'est d'abord, parce que l'actualité espagnole pourrait nous y conduire, en 2008, à l'invitation d'un des grands directeurs d'opéra, Gérard Mortier, il va créer un spectacle qui met au centre la question du cœur, mais un cœur qui est d'abord le lieu d'une exploration des êtres humains et comment ces êtres humains démunis tentent de survivre. Ces êtres humains, bien entendu, sur des places publiques, essayent, à partir de l'idée des indignados, de nous questionner. L'œuvre qu'il met en scène confronte sans cesse aussi le rapport à la musique. Et si ça interroge le rapport à la musique, c'est d'abord parce que la musique met en branle autrement le corps. Et on peut, par exemple, le voir dans une des œuvres qu'il va réaliser, qui va être Pitié, sur lesquelles on pourrait revenir. Mise en scène au monde, la scène platélienne est d'abord une scène qui interroge le chaos, et ce chaos est envisagé comme caisse de résonance des drames humains et contrepoint aussi aux déchirures et dislocations qui traversent notre société. Et pour Platel, le corps est l'expression, dira-t-il, de tout ce qu'on a communiqué. Si le corps est important, c'est d'abord parce qu'il peut nous permettre de communiquer autrement l'état du monde. Le corps parle beaucoup plus que le langage et les mots. C'est le corps entier qui parle et pas seulement la bouche. Or, on ne peut donc se focaliser sur ce que dit la bouche. Il faut donc entrevoir autrement ce rapport au corps. Dans le travail que j'ai fait, j'ai été intrigué par tous les signes du corps qui communiquent sur l'existence et sur comment on essaie de vivre et de survivre. Et donc, si la scène est présente, c'est d'abord parce que cette scène nous permet à la fois de saisir l'être au monde, de saisir aussi la façon dont l'être humain vit. La mise en scène va alors chez lui magnifier des couples de danseurs, des duos, parfois installés comme dans un effet miroir, qui construit et s'échafaude comme dans une désintégration des corps. Et ce qu'on va peut-être aussi percevoir sur ces scènes, c'est l'idée qu'il faut peut-être aussi faire en sorte que la scène soit le lieu où le corps bruise véritablement et qu'on entende ce corps, et pas simplement qu'on le voit. On verra tout à l'heure, à partir de quelques exemples, l'idée que cette scène qu'on a est une scène où les corps ne sont plus simplement les lieux d'une visibilité, mais aussi les lieux d'une construction véritable d'une parole. Et il ira plus loin, puisque parfois on va retrouver dans certaines de ces mises en scène l'intrusion dans le corps des micros endoscopiques qui vont faire alors entendre et faire voir aussi l'abîme du corps, comme le ferait l'endoscopie médicale. Il s'agit bien entendu de faire en sorte que le corps vibre, mais il s'agit aussi de faire entendre l'intériorité des corps. Cette écoute des tréfonds du corps ou des tréfonds s'accompagne parfois chez lui d'actes incongrus, une simulation parfois des actes qu'on peut peut-être aussi considérer comme des actes qui n'ont pas lieu d'être sur la scène, et peut-être aussi le grand trouble de la scène contemporaine, c'est l'idée que cette scène est le lieu suscite parfois ou révèle parfois des images qu'on ne saurait voir, qui sont peut-être aussi des scènes de l'interdit. Or, en même temps, l'artiste qui les conçoit, sait en même temps qu'il y a un cadre et qu'il y a une dimension symbolique. Et cette dimension symbolique est parfois moins perçue et peut-être aussi trouble le spectateur.
ce que l'artiste essaye à la fois de construire, c'est aussi l'idée que l'œuvre scénique doit être aussi une œuvre qui permet de saisir une chair. Et j'ai employé à plusieurs reprises le terme d'incarnation, mais derrière la question de l'incarnation, c'est la question de la chair. Et cette chair est tout souvent chez lui aussi interrogée, mais c'est l'idée aussi que cette chair ouvre au regard. La mise en scène joue donc le rôle d'une machine à sonder des états de corps. Et ces créateurs sont aussi dans cette position qui serait comment à la fois ausculter les corps, comment faire voir les corps, mais comment aussi rendre possible des états de corps qui seront peut-être aussi des états de corps que nous ne percevons plus et que nous dénions, que nous renions très souvent. La représentation du corps passe alors chez lui par l'idée que ce corps peut être palpé, par la question du pli, par aussi l'idée que ce corps est le lieu de tension, mais ce corps est aussi le lieu d'une certaine offrande. Vous voyez évidemment que tout en étant totalement contemporain, ces expériences contemporaines peuvent rejoindre aussi ces expériences beaucoup plus anciennes, j'aurais pu dire bien entendu religieuses, dans la représentation, et que ces artistes, loin d'être dissociés, détachés des expériences beaucoup plus anciennes, sont ceux qui s'inscrivent aussi dans une certaine continuité de la façon dont nous pouvons penser le corps en tant que lieu véritablement de la représentation, et que lorsqu'on sillonne les grands musées, on voit combien que l'artiste est aussi celui qui ouvre véritablement le corps, qui fait entendre le corps et qui fait aussi résonner ce corps. Et les dispositifs que ces artistes vont à la fois réaliser vont être des dispositifs qui magnifient la peau, le frisson, et peut-être aussi très souvent, ce que parfois nous ne percevons plus, c'est l'idée que la scène peut aussi produire chez le spectateur une certaine forme de frisson, mais peut-être aussi parfois des états de corps qui seraient quelque peu insoupçonnés. Être face à la scène, c'est bien entendu véritablement faire en sorte que ce corps ne soit plus simplement ce corps qu'on percevrait comme voyeur, mais ce corps qu'on percevrait en tant qu'être social, mais aussi dans une possibilité de nous interroger sur l'état du monde, de nous interroger aussi sur la façon à la fois de penser notre rapport, et j'étais tout à fait pour revenir à ce qui était dit concernant l'œuvre de Jelinek, c'est de dire aussi ces corps qui sont parfois honnis, ces corps qui sont peut-être aussi absents de nos champs de visibilité, et la scène devient peut-être le lieu où on peut être dans le dévoilement de ces corps totalement absents, et on peut être aussi dans l'interrogation de ces corps qui sont peut-être aussi marqués par le tragique. Ce qui est déchu, c'est aussi le corps, et précisément, bien entendu, ce corps qui est parfois occulté. Il s'agit donc d'entendre, mais aussi de sonder par-delà cette question du corps, une parole émise par le corps, mais aussi de toucher une parole qui serait insoupçonnée. Faire voir le corps, ce n'est pas simplement être dans l'exhibition, c'est aussi faire en sorte que la mise en scène soit le lieu d'une parole collective, et que cette parole collective est une parole qui traverse un ensemble choral, cet ensemble choral qui est aussi dans l'adresse à une autre présence chorale qui est constituée de spectateurs et qui imprègne donc ainsi le spectateur. Interroger la scène contemporaine, c'est quelque peu esquisser une histoire possible des arts vivants qui suppose de saisir dans ces entrelacs les modalités de figuration du corps humain. Une présence qui interroge notre propre état en but aussi au tragique, au trouble. Mais parfois aussi à cette obsolescence, mais aussi parfois à cette idée que certains corps ne peuvent être visibles. Ce que les artistes contemporains explorent, tout en nous déroutant quelquefois, et souvent d'ailleurs, c'est donc un état du monde subtil, étrange, qui ouvre pour le spectateur une forme de voix, une plasticité, mais aussi et surtout une dramaturgie des corps. Et pour terminer, et j'aimerais à la fois terminer en vous lisant un petit texte qui clôt un ouvrage de Bernard Dor intitulé Théâtre et qui est intitulé Une propédeutique de la réalité. Il dit ceci, Bernard Dor, une question ne peut ne pas hanter le théâtre, celle de son aptitude à représenter la réalité contemporaine, à mettre sur la scène le monde dans lequel nous vivons.
une fois affirmé sa vocation à être, comme le disait Jean Vilar, un service public et son ambition de rendre à l'art dramatique sa véritable dimension oubliée depuis 3 siècles, celle d'une expression idéale de la vie d'un peuple et non plus de simple divertissement d'un soir. Fin de la citation. C'est dire, bien entendu, de ce questionnement sur le corps, il s'agit de dépasser ces formes de divertissement pour à la fois réinterroger la vie, mais la vie dans toute son éloquence, la vie telle que nous la percevons au quotidien, mais qui parfois nous échappe en tant que spectateurs. Merci.